voyez bien les slides, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra s'assurer que tout le reste de la session se passera bien. Tout est OK. OK. Alors, en attendant les petits retardataires qui vont arriver plus tard, peut-être, vous pouvez nous dire dans le chat pourquoi vous venez ici, qu'est-ce que vous faites dans la vie, comme ça on peut savoir un peu plus à quelle audience on s'adresse. C'est parfait, on a du RH, on a du DPO, Du DPO. du data scientist, on a un peu de tout, c'est sympa. Ben, on va essayer de... Enfin, moi, je vais pas m'en occuper, mais c'est Quentin et Edouard qui vont essayer d'être le plus clair possible pour inclure tout le monde dans ce pitch. Ouais. Je pense qu'on va commencer rapidement. Du coup, moi, je vais vous présenter le wagon en quelques slides. Et ensuite, je laisserai Quentin continuer, puis Edouard, pour vous présenter du coup tout ce qui va être sur le sujet de l'IA Act. Qui va tous nous impacter incessamment sous peu, je crois. Donc, je vais commencer. Alors, le wagon, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, je me présente. Moi, je suis Bertrand. Je suis représentant du wagon à Lyon. Le wagon, et qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne sauraient pas, le wagon, c'est une école, enfin, un organisme de formation, pour être exact, qui fait des formations intensives dans la tech. Aujourd'hui, on existe depuis plus de 10 ans en France et aussi à travers le monde, donc sur plus de 40 campus dans le monde. Et on a déjà formé 25 000 personnes dans le monde pour des projets de reconversion, par exemple. Aujourd'hui, voilà toutes nos situations en France. On a un campus à Paris, on a un campus à Lille, Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille, etc. Je crois que j'en oublie pas. On a 8 campus en tout en France, en tout cas, pour se reconvertir en présentiel. Aujourd'hui, on a 2 formations phares. On a des formations en reconversion, donc des personnes qui se sont d'une certaine manière trompées de voie et en fait se disent ils ont envie de changer et de se reconvertir dans la tech, plus d'indépendance ou X raisons. Et donc, sur ces formations-là, on va en avoir 4. On va avoir le développement web pour devenir développeur web, data science et intelligence artificielle pour tous les sujets qui sont liés à l'intelligence artificielle, justement, et du coup, faire des prédictions, par exemple. Data analyse pour un côté beaucoup plus business, on va examiner des data et on va essayer à partir de là de faire des décisions business et data engineering, celui-là uniquement à Paris ou en ligne. Donc, c'est des formations qui sont très intensives et qui sont diplômantes en plus de ça, avec un diplôme d'équivalent Bac+3 reconnu par l'État et par des entreprises. Donc voilà. Pour ceux qui seraient intéressés par ces formations-là, et que si vous êtes étudiant ou si vous connaissez des étudiants qui justement voudraient se former à ces métiers-là, pour une reconversion ou pas, on a 1 000 € de réduction. Donc, si vous êtes intéressé pour le bootcamp de cet été, vous avez juste à scanner ou alors ce QR code ou alors à aller sur notre site internet et vous aurez toutes les informations. Nos formations en bootcamp, donc, qui sont diplômantes d'un Bac+3 ou Bac+4 en 9 semaines seulement. Donc, elles sont disponibles en temps plein en 9 semaines, en 2 mois, ou alors en temps partiel, en ligne en 7 mois. On a également des conversions, enfin des formations qui sont plus courtes, de 40 heures seulement, sur des sujets de data ou alors de no-code ou low-code. Et certains qui arrivent prochainement sur des sujets d'intelligence artificielle. Nos formations, à l'issue de ces formations, vous allez pouvoir trouver un emploi. Ce n'est pas des formations bullshit, comme on pourrait dire. Non, réellement, les gens retrouvent un emploi à la suite de ces formations, conditions qui s'y donnent les moyens. On est là aussi pour vous accompagner tout au long de la formation.
vous donner des conseils d'experts, des conseils de personnes qui sont allées avant vous, parce qu'on a 25 000 alumni, donc ça fait aussi partie de la formation, essayer d'avoir cet esprit de camaraderie. Et donc, en moyenne, vous allez trouver un job en 3 mois et 90% de taux d'emploi au bout de 6 mois et 46 000 € de salaire médian. Tout le monde peut en bénéficier. On a des aides qui existent à droite à gauche. Je vous invite à aller voir avec nos équipes financement et nos équipes admission pour savoir si les cours, enfin les formations qu'on propose vous correspondent, et puis aussi pour voir quelles sont les options de financement qui vous correspondent. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Quentin pour se présenter. Ensuite, Edouard, je te laisserai te présenter, et ensuite, je vous laisse continuer sur les présentations, sur la slide. Pas de souci. Merci beaucoup, Bertrand. Alors, moi, je m'appelle Quentin Froman. Je suis consultant juridique à mon compte depuis 1 an et demi. Je m'occupe principalement du droit des sociétés et du RGPD depuis 1 an, avec un de mes partenaires qui s'appelle Thibaut Verne, qui est DPO senior depuis 5 ans. Donc, on accompagne principalement des TPE, des PME dans la mise en conformité RGPD, que ce soit les sites web ou applications. Et je prépare ma certification de DPO pour le mois prochain. Et à côté de ça, j'ai aussi une autre activité avec un autre consultant indépendant en stratégie d'entreprise qui s'appelle Kazar Bailly, où on accompagne du coup des entreprises davantage sur le côté business, la construction de business plan, de pitch deck, la recherche de financement, ou encore la structuration d'offres commerciales. J'ai voulu avoir un peu les deux expertises pour parfaire mon parcours de juriste, parce que je trouvais que quand on était juste juriste, c'était pas suffisant en fait pour se mettre à son compte et pour avoir une vision un peu plus globale de l'entreprise et voilà de la compréhension globale voilà du marché. J'ai voulu un peu me former sur les deux côtés, donc commercial d'un côté et stratégie d'entreprise, et mon côté légal, parce que je suis de formation juridique de base sur le RGPD et le droit des sociétés. Et maintenant, donc, je m'intéresse beaucoup au droit de l'IA, parce que c'est un peu l'évolution du RGPD et des DPO. On en parlera peut-être après avec la CNIL, etc. Mais voilà, le DPO va évoluer un peu pour devenir un expert de l'IA, et donc je me forme voilà, doucement mais sûrement sur le sujet. Donc voilà pour ma présentation. Je te laisse, Edouard, reprendre. Merci Quentin. Bonjour à tous. Moi, je suis Edouard et je suis un des cofondateurs de Leto, Leto.legal. Et Leto, c'est une solution qui a pour ambition de simplifier, voire même parfois d'automatiser la mise en conformité au RGPD des organisations. Et on fait également aujourd'hui maintenant beaucoup de sensibilisation également. On a une approche assez innovante sur la sensibilisation des équipes à la protection des données personnelles, à la cybersécurité et maintenant aussi à l'IA. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Eh ben top. Alors, du coup, je te laisse la parole pour la suite. Ouais, alors je vais juste partager donc mon écran. Hop, si ça va bien, yes, pour vous montrer la présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Yes, avec les slides Alors, attendez. Ouais, voilà, parfait. Oula, c'est bon? Ouais. Nickel. Alors du coup, pour commencer à introduire l'IA Act, je vais d'abord contextualiser un petit peu le sujet sur le pourquoi et du comment du coup l'IA Act a été pensé et a été initié. Donc tout d'abord, les premières pensées concernant l'IA Act ont commencé donc en 2020. C'est la Commission européenne le Conseil européen qui a initié les débats du coup sur l'IA, et très récemment, donc le 13 mars 2024, le Parlement européen donc a adopté officiellement l'IA Act. Du coup, il y a un dernier vote qui devrait être fait le mois prochain, et l'entrée en vigueur de la réglementation devrait être en place vers mi-mai, mi-juin. Suite à ça, du coup, les professionnels ont 2 ans pour se mettre en conformité avec cette réglementation. Du coup, vous avez jusqu'à environ mi-mai, mi-juin 2026 pour répondre à toutes les obligations légales contenues dans cette réglementation. Pourquoi est-ce qu'on a pensé à une réglementation sur l'IA? Bon, tout le monde est conscient aujourd'hui que l'IA prend une place énorme dans notre société et qu'elle évolue surtout de manière exponentielle. Là, je vous ai montré sur les slides l'évolution, par exemple, de Midjourney de février 2022 à décembre 2023, et on voit à quel point ça évolue de manière vraiment extrêmement rapide. Et donc, au vu de ces technologies qui touchent tout le monde, où tout le monde justement a envie de les utiliser, de les intégrer, que ce soit dans sa vie perso ou dans le monde professionnel, il fallait réguler un peu du coup ce marché et mettre des garde-fous justement à cette évolution extrêmement rapide.
Moi, en préparation du webinar, bon, effectivement, j'en ai regardé beaucoup à côté pour m'inspirer, mais j'ai aussi voulu avoir une approche un peu plus pratique. Et donc, j'ai demandé sur différentes plateformes, soit Reddit, Discord, LinkedIn ou dans mon cercle privé, à des professionnels du secteur, quelles étaient en fait leurs attentes et leurs craintes vis-à-vis de cette réglementation. Et en tant que jury, j'étais un petit peu surpris parce que, en fait, je m'attendais pas à ces retours. Moi, je voyais ça sous l'angle que c'était très bien de faire une augmentation sur l'IA pour la réguler, mais les professionnels en fait du secteur m'ont répondu presque de manière unanime que l'Union européenne se tirait un peu une balle dans le pied avec une réglementation sur l'IA du fait d'obligations beaucoup trop contraignantes et beaucoup trop importantes. Que ce soit des data advisors, des web développeurs, des data scientists, la plupart me disaient que justement avoir trop d'obligations documentaires allait nous freiner. Donc, à savoir aussi que tous ces oppositions, en fait, ont quand même fait leur petit chemin lors des négociations de l'IA Act, parce qu'il y a eu plusieurs normes, plusieurs obligations qui ont été, on va dire, plus assouplies concernant cette réglementation. On y reviendra peut-être plus tard, mais voilà, il y a beaucoup d'obligations qui ne concernent plus, qui ne concernent plus forcément les IA à haut risque, qui ont été réduites au vu justement des réticences des professionnels concernant cette réglementation. Ensuite, après avoir du coup interrogé ces professionnels, j'ai voulu voir un peu quelles étaient les tendances du coup de ces craintes, et donc j'ai utilisé ChatGPT pour scraper un peu les forums où j'étais, et j'ai pu voir du coup qu'on pouvait résumer, on va dire, les craintes des professionnels sous 5 grands piliers, donc qui sont présents là sur cette slide. Donc le premier, c'est la transparence de la documentation, donc c'est la complexité, on va dire, de rendre explicable des systèmes d'IA à haut risque, de documenter tout le processus, donc depuis la conception jusqu'à la mise sur le marché. La deuxième, c'est la qualité de la gestion des données. Donc ça, on préfère presque un webinaire dessus avec un angle un peu RGPD, mais voilà, c'est d'assurer que les jeux de données soient pertinents et exempts d'erreurs lorsque vous allez entraîner votre système d'IA. Donc, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place. On va revenir dessus après. Tout ce qui est supervision et contrôle humain, donc le fait de sensibiliser les individus sur l'IA, le fait d'avoir des interfaces homme-machine qui soient sécurisées d'un point de vue des utilisateurs et sur la mise sur le marché. Le côté cybersécurité, donc qui parle un peu de lui-même, et la surveillance du marché, donc voilà tout le suivi après la commercialisation. Donc, étant donné qu'on a un temps un peu réduit aujourd'hui, je vais principalement parler des 3 premiers piliers. Donc, la transparence, la qualité des gestions des données, la supervision du contrôle humain. Et du coup, pour introduire le sujet, on va tout d'abord commencer par parler des grandes définitions de l'IA Act. S'il y en a 2 qu'il faut vraiment retenir, c'est celle du fournisseur et celle des systèmes d'IA, des SIA. Donc, un fournisseur, au sens de l'IA Act, c'est tout organisme qui va développer un système d'IA en vue de sa mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez développer un système d'IA pour le déployer sur le marché européen ou directement en Europe, l'IA Act va s'appliquer. Ce qui est aussi intéressant dans la notion de fournisseur, qu'on peut voir pas mal, c'est que à partir du moment où vous allez utiliser en API, par exemple, un chat GPT, vous allez modifier de manière substantielle ce logiciel, vous allez être considéré comme fournisseur au sens de l'IA Act et donc tomber sous le joug des obligations voilà, de la réglementation. Par exemple, comme exemple, on pourrait prendre très bien, imaginons Leto, qui demain veut créer un chatbot voilà, d'assistance pour sa solution SaaS et qui va utiliser l'API de ChatGPT, par exemple. Si vous utilisez ça et qu'après vous le vendez sous votre marque ou sous votre nom, vous tombez sous le joug de l'IA Act en tant que fournisseur. C'est la qualification donc, que vous aurez. Ouais. Ça m'intéresse parce que finalement, on est en plein dedans puisque nous, on utilise de l'IA dans la solution. Et donc, effectivement, on utilise différents LLM pour alimenter l'usage de nos utilisateurs et les aider à aller plus vite, avoir des choses plus personnalisées. Donc, à partir du moment où nous, on fournit l'accès à notamment, par exemple, OpenAI et que le rendu que l'utilisateur a passe par OpenAI, nous, on est donc fournisseur. Même si... c'est ça, hein, je suis en train de me dire. C'est ça, en gros, oui, si tu utilises l'API, imagine d'OpenAI et que tu vas le spécialiser et l'intégrer à ta solution commerciale que tu vas vendre, en effet, tu seras considéré comme fournisseur. Après, il faut voir du coup le degré de risque de l'IA que tu vas utiliser. Donc, ça, on verra ça avec toi, avec la pyramide des risques, avec les différentes obligations. Mais voilà, c'est toujours le côté, je me sers d'une IA. Bénéfice-risque,
Vas-y, excuse-moi, tu voulais continuer? Non, et donc, à partir du moment où je sers d'une IA, finalement, je rentre dans le scope. Et est-ce que c'est IA Ouais. générative ou c'est IA au sens plus large? Alors, c'est toutes les IA génératives, justement, ça va être. Les IA génératives, le problème, c'est que, justement, vu que c'est des modèles larges, le fait de définir une finalité et de restreindre, en fait, les différentes fonctionnalités de l'IA, c'est assez compliqué. Donc, à partir du moment, d'après les retours que j'ai eu de data scientists, à partir du moment où tu veux utiliser une IA générative, ça va être considéré comme une IA à haut risque. C'est dur de la limiter. Et donc, en fait, ouais, c'est dur de la limiter. Par contre, si toi, tu vas utiliser l'API de ChatGPT pour ta solution et que tu vas vraiment la restreindre juste à de l'assistance en mode chatbot de ta solution SaaS, il faut voir si ce sera défini comme IA au risque au sens de l'IA Act ou non. Là, je pense que justement, c'est davantage la pratique, une fois que ça rentrera en vigueur, qui pourra nous dire si oui ou non tu rentres ce jeu des obligations des IA au risque. J'aurais envie de dire que non au premier abord, mais Non, encore parce que aujourd'hui, normalement, on ne sait pas encore tout dessus. Ouais, on regardera, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, ça dépend aussi de l'impact, surtout ouais. sur les individus. Donc, ok, super clair, merci. Oui, exactement, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Ensuite, j'enchaîne concernant les définitions des SIA. Donc, vous avez la définition juste devant vous. C'est une définition qui a voulu être très large, voilà, qui fait ni référence à la notion de produit ni de service, notamment parce que on a voulu pouvoir intégrer dans la définition tous les systèmes d'IA qui existent aujourd'hui et ceux qui existeront dans le futur. Ce qui est aussi voulu dedans, c'est, et ça on en reviendra avec ta partie Edouard, c'est que c'est une approche qui est faite sur les risques. Toute l'architecture de IA Act était pensée via la pyramide des risques. C'est vraiment le cœur de la réglementation. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une définition très large pour qu'on englobe toutes les technologies existantes et futures concernant les SIA. Maintenant qu'on a ça en tête, donc on va rentrer un peu plus dans le détail des piliers. On va commencer par la transparence et la documentation. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que dans le côté de la transparence, il y a deux aspects. Il y a le côté, déjà, au point de vue des utilisateurs. Donc, c'est défini à l'article 52 et c'est du fait que tout individu doit être informé qu'il va interagir avec un système d'IA. Par exemple, c'est tout bête, on va prendre un exemple courant. Toutes les personnes qui utilisent des mid-journées ou autres pour avoir des jolies photos sur LinkedIn, vous devrez indiquer que c'est généré par une IA. Pareil pour la vidéo avec Sora actuellement ou la création vocale avec d'autres IA. Il faudra toujours indiquer que c'est généré par une IA. On comprend pourquoi, pour éviter évidemment tous les abus, toutes les dérives qu'il pourrait y avoir là-dessus et la manipulation auprès des utilisateurs. Voilà, il faut avertir, c'est vraiment le côté sensibilisation. Au côté de la transparence, il y a le côté de documentation, où alors, c'est défini à l'article 11, il y a aussi une liste très exhaustive à l'annexe 4 de toute la doc qu'il faut produire. Je n'entrerai pas dans le détail, parce que c'est pas forcément le plus passionnant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment documenter de A à Z, depuis la conception jusqu'à la mise sur le marché, toute la procédure de développement de votre IA. Aujourd'hui, d'un point de vue pratique, si vous voulez vous mettre en conformité avec justement cette réglementation, je pense surtout à la norme ISO 42001 qui va peut-être être intégrée à l'IA Act. C'est tout ce qui est management des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, ça veut dire que pour produire toute cette documentation, toutes les procédures, tous les process pour être en règle avec l'IA Act, vous devrez passer par des organismes qui vont vous aider à préparer la certification ISO. Bon, je pense à des énormes groupes comme Capgemini ou des plus petits comme Account, et vous allez du coup préparer la certification à la norme ISO 42001 qui donc sera peut-être la norme de référence de conformité avec l'IA Act pour produire toute la doc nécessaire et les process internes pour être conforme avec cette réglementation. Ensuite, concernant la qualité et la gestion des données, donc ça, c'est quelque chose voilà, où on pourrait faire, comme j'ai dit, plutôt un webinaire entier dessus d'un point de vue RGPD. C'est le fait de dire que toutes les données que vous allez utiliser doivent être exemptes d'erreurs. Donc, éviter les biais, éviter les préjugés, éviter les doublons, savoir nettoyer sa data. Concernant cette partie, je vous recommande vraiment d'aller voir le site de la CNIL qui a publié il y a une dizaine de jours plusieurs fiches pratiques, je crois qu'il y en a 7 maintenant, qui recouvrent une petite partie de l'IA Act. On commence à comprendre un peu mieux sa mise en pratique grâce à la CNIL, qui est d'ailleurs pressentie pour peut-être être l'autorité de contrôle voilà, de l'IA Act d'ici peu. Mais il faut vraiment avoir en tête voilà, que lorsqu'en fait vous allez entraîner vos systèmes d'IA, il faut respecter aussi le principe de minimisation de la donnée, c'est-à-dire utiliser uniquement les données qui sont strictement nécessaires pour la finalité de votre traitement.
Et ça peut paraître assez complexe d'un point de vue des IA, parce qu'on sait que justement, nettoyer des données peuvent être extrêmement délicats, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de temps et de compétences opérationnelles. Pouvoir justifier du choix de conception, ça peut être également compliqué. Donc, c'est là où la pratique va un peu nous aider à mieux comprendre la mise en application de l'IA Act. J'ai pas le côté technique, s'il y a des gens dans le chat qui sont justement développeurs ou qui ont ce côté voilà, vraiment développement d'IA, je serais très intéressé d'avoir un peu leur avis sur à quel point c'est complexe, en fait, d'un point de vue pratique, de nettoyer toute une base de données d'IA et de minimiser au maximum les data que vous allez utiliser. Surtout quand vous faites du web scrapping, vous allez scraper des millions de pages sur Internet, être sûr de conserver uniquement les données qui vous sont uniquement nécessaires. Ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous faites et à quel point c'est complexe dans la mise en œuvre. Donc voici pour la qualité et la gestion des données. Et enfin, sur la supervision et le contrôle humain, donc c'est un principe assez connu, c'est le fait de dire voilà qu'il faut pour les systèmes d'IA donc prévenir et minimiser au maximum les risques lors des interactions entre l'homme et la machine pour éviter justement des décisions de baser uniquement ces décisions sur ce que va nous dire l'IA, c'est-à-dire c'est avoir des personnes qui vont être assez compétentes et formées pour limiter justement ces décisions des décisions qui ne sont pas forcément adaptées. C'est le principe aussi de résilience de l'IA, de savoir programmer une IA pour qu'elle ne dise pas n'importe quoi quand elle ne sait pas. Et c'est le fait de former, de sensibiliser au maximum les gens. Et ça peut paraître aussi un peu compliqué dans le fait que les biais d'automation, enfin combattre les biais d'automatisation, c'est assez compliqué. Il faut sensibiliser au maximum des personnes. Les utilisateurs aussi doivent être informés, donc c'est pareil, c'est de la formation, c'est de la sensibilisation à grande échelle, et c'est aussi évaluer les risques lorsque vous déployez un SIA qui peut être complexe, parce que justement, quand on a des IA génératives, étant donné que leur champ d'application est extrêmement large, c'est assez dur de faire un plan d'action pour dire que voilà, mon IA va juste avoir des risques dans tel et tel domaine, alors que les applications vont être extrêmement diverses. Donc voici un peu les défis auxquels on peut faire face aujourd'hui quand on lit l'IA Act de premier abord. Et encore une fois, c'est vraiment la pratique qui va nous permettre de mieux comprendre comment mettre en œuvre toutes ces différentes obligations. Edouard, je te laisse reprendre la main sur supervision de contrôle humain. Il me semblait que tu avais des choses à rajouter dessus. Oui, on en parlait juste avant le démarrage du webinaire. Effectivement, nous, ce qu'on constate de manière très concrète sur ce que font aujourd'hui les entreprises pour anticiper l'IA Act, c'est notamment effectivement commencer à sensibiliser les équipes sur l'usage des IA, avant même d'être en capacité de contrôler, de s'assurer de la qualité de la donnée en amont au niveau de l'algorithme. C'est vraiment même au quotidien dans l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Je pense qu'aucune entreprise n'a pas été confrontée à un moment à un collaborateur qui va faire des petites choses sur ChatGPT. Et donc déjà commencer par, en amont de tous ces enjeux, s'assurer que l'ensemble des équipes ont les bons comportements vis-à-vis de l'usage des IA qui sont maintenant extrêmement facilement accessibles pour comprendre ce qu'elles peuvent faire ou pas faire, ce qu'elles peuvent mettre comme données ou pas, comment est-ce qu'on appréhende un résultat qui est renvoyé par la machine, comprendre ce que c'est que de l'hallucination, comprendre donc les limites et aussi les enjeux légaux, la protection, la propriété intellectuelle également, etc. etc. Donc, en fait, ça pose également au-delà même en amont, mais aussi en aval auprès de tous les collaborateurs, plein d'enjeux au quotidien, parce qu'on est tous à la recherche d'efficacité opérationnelle, et donc les IA quand même peuvent venir y contribuer. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on ressent, c'est une envie forte de la part des entreprises de pouvoir s'y préparer au mieux, ne serait-ce que dans le comportement des collaborateurs. Voilà. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant. Et à mon avis, il faut que toute entreprise aujourd'hui anticipe ce point-là, parce que si on se projette rapidement, on ne peut que se dire que toutes ces IA vont être de plus en plus puissantes, comme tu le disais tout à l'heure, et donc vont quand même être de plus en plus enviées au quotidien par l'ensemble des métiers d'une entreprise. Merci beaucoup, Edouard. Moi, concernant du coup ma partie, donc voilà ce que je voulais vous expliquer principalement. Du coup, je te laisse un peu nous expliquer la pyramide des risques. Justement, c'est vraiment le cœur de la réglementation pour comprendre justement sous quel joug vous allez tomber au niveau des obligations qu'il y a utilisées. Donc, je te laisse prendre la main dessus.
Ouais, ça marche. Effectivement, merci beaucoup. Pour ensuite, effectivement, faire le pendant un petit peu réalité opérationnelle des entreprises. Qu'est-ce que concrètement, tout ce que Quentin vient de dire, ça va impacter comment est-ce que ça va impacter concrètement les entreprises. Aujourd'hui, l'IA Act a été pensé, alors pour ceux et celles qui connaissent un peu le RGPD, un peu comme une analyse d'impact. Donc en fait, on a aujourd'hui une pyramide de risques qui est un petit peu pensée dans la même philosophie que l'AIPD dans le monde du RGPD, c'est-à-dire qu'on va essayer d'évaluer non pas finalement la complexité technologique de l'IA, mais plutôt l'impact de cette IA sur les utilisateurs et sur leur vie. Et donc c'est ça qui est la grille de lecture sur les obligations ensuite que vont avoir les entreprises vis-à-vis de l'IA Act. Et donc aujourd'hui, il y a 4 grands risques qui ont été identifiés. Il y a les IA au risque inacceptable. Hein, donc c'est là où en fait on va se servir de l'IA pour notamment faire du scoring social global général at scale. Donc on va vraiment avoir un comportement vis-à-vis des citoyens qui n'est pas acceptable. Ensuite, on va avoir de l'IA à haut risque. Donc là, on va pouvoir se servir de l'IA dans certains cas, mais on va être obligé d'avoir un certain nombre de choses à faire. Donc l'IA à haut risque, c'est vraiment, je fais un tri de CV automatique, je fais du social scoring pour la banque, je vais faire de l'identification biométrique, je vais manipuler des contenus. Tout ça, c'est ce qu'on va appeler des applications dites à risque élevé. Et là, pour le coup, il y aura un certain nombre de choses à produire et c'est ce qui c'est aujourd'hui la question qu'on se posait sur quand j'utilise l'API de ChatGPT, est-ce que je suis à risque élevé ou pas. Finalement, ça va dépendre de ce qu'on fait avec. Et c'est plutôt cette question de l'usage final et de l'impact que ça a sur les individus qui va permettre de déterminer si on est à risque élevé ou pas. Ensuite, on va avoir un risque plus faible, où là, l'idée, ça va plutôt être d'être les deepfakes à la vocation artistique, par exemple, des techniques de synthèse multimédia qui reposent sur l'intelligence artificielle, les chatbots. Donc là, on va faire un peu de manipulation, mais finalement, l'impact sur les individus, ils seront relativement minimes. On est sur la création de contenu, tant que c'est artistique, tant qu'on est sur des choses qui sont très claires et qui ne vont pas impacter directement les gens, finalement, on est sur des IA à risque faible. Et puis ensuite, il y a risque minime, les filtres anti-spam, et ce qu'on fait aujourd'hui pour traiter de la donnée au sens large, par exemple, optimiser un petit peu des sets de jeux, enfin voilà, tout ce qui va permettre d'aller plus vite, mais qui n'a pas d'incidence particulière sur l'individu, il n'y a pas d'obligation attendue. Donc, pour reprendre tout ça, risque inacceptable, interdit, risque élevé, il faut mettre en place un certain nombre de choses et un code de conduite. Et ensuite, risque important et mineur, il faut absolument être transparent sur le fait qu'il y ait bien une IA qui a été utilisée. Et donc, c'est cette grille-là qui, aujourd'hui, je pense, va être scrutée de près pour justement identifier de manière très opérationnelle et très concrète dans quel cadre on rentre et où, vraisemblablement, à terme, des outils pourront vous aider à identifier comment vous vous situez par rapport à l'usage de l'IA et comment est-ce qu'on identifie l'impact que ça a sur les individus. Et ça, c'est le nerf de la guerre, c'est l'élément central qui va impacter ensuite tous les acteurs économiques qui utilisent de l'IA. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, surtout, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Edouard, est-ce que tu as accès aux questions? Alors, ah oui, question. Hop. Je ne l'avais pas vu. Alors, comment ça marche? Alors, hop. concernant les questions, Il est des études sur des data en entrée des pipelines. Est-ce que tu as la réponse, Quentin?
Est-ce qu'il existe des études s'aborder dans l'IA Act? Alors honnêtement, là du premier abord, je ne sais pas. Pour avoir lu l'intégralité de l'IA Act, j'ai pas ça en tête. Ce qu'il faut comprendre dedans, c'est que c'est des guidelines générales justement sur la régulation de l'IA. Il va pas y avoir de choses spécifiques justement sur les datas cryptées. Je suis plus sûr à 100%. J'ai pas de dire une bêtise, donc je vais pas m'engager dessus. Mais de souvenir, je me souviens pas avoir lu quelque chose dessus dedans. Je pourrais vous répondre à la limite, prenez mon mail et je vous ferai des recherches, je vous répondrai après. Mais plutôt que de dire n'importe quoi, je préfère vérifier après le webinar. Par contre, concernant la deuxième question, quels sont les liens entre l'IA Act et les résultats des propositions du HLEGAI de l'UE? C'est que ça a été directement intégré. C'est des commissions qui ont été faites, je crois, en 2019, les commissions d'experts. Et c'est via justement ces experts qu'on a pensé l'IA Act. Les travaux ont été faits communément et ont été intégrés à la réglementation. Par contre, pour l'autre, du coup, la première, je vous avoue que je ferai des recherches dessus, mais je ne saurais vous répondre tout de suite. Edouard, est-ce que tu veux reprendre une autre question, peut-être? Ouais, pardon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Où pouvons-nous trouver de la documentation sur l'IA Act newsletter? Bon, alors j'ai pas envie de faire trop de réclame, mais c'est vrai que nous, on produit du contenu régulièrement et dans le newsletter, on écrit des choses sur l'IA. Donc si jamais ça vous intéresse. Ensuite, forcément, la CNIL aujourd'hui, Quentin, je parle sous ton contrôle, est vraisemblablement l'autorité qui potentiellement va mettre en place, faire dérouler, entre guillemets, l'IA Act en France. Ouais. Hein, donc, après, pour toutes les documentations... Pardon. Non, je t'en prie. Donc la CNIL sera une bonne source d'information, de référence. Ouais. Et pour toute la documentation, honnêtement, vous avez des tonnes et des tonnes d'articles tous les jours qui sortent, que ce soit sur LinkedIn avec des professionnels ou autres. Pour m'être beaucoup renseigné sur le sujet depuis plusieurs mois, vraiment, vous pouvez en trouver des milliards et des milliards. J'ai fait pour moi, pour préparer le webinaire, un Notion justement où j'ai listé toutes les sources que j'avais utilisées. S'il y en a jamais qui veulent un peu pousser le sujet et vraiment diguer en profondeur, vous pouvez me contacter. Je peux vous envoyer un lien si vous voulez. J'ai vraiment pas mal de ressources documentaires maintenant que j'ai faites pour préparer le webinaire. Mais il y a vraiment énormément de choses dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vraiment comprendre la mise en pratique de l'IA Act, il faudra vraiment attendre les recommandations à la fois des autorités compétentes, donc de la CNIL, et aussi des retours des premières missions qui vont avoir lieu. À la limite, j'aurais envie de vous dire, si vous connaissez des agences qui font de la mise en conformité de l'information, de l'ISO 27001, donc qui vont peut-être faire de l'ISO 42001, s'ils ont déjà des clients dessus, essayez peut-être de contacter ce type d'entreprise pour avoir des retours d'expérience, pour voir ce qu'ils pourront vous dire sur leur compréhension de l'IA Act et sur leur mise en application. Moi, c'est ce que j'ai fait à titre personnel pour préparer le webinaire et pour approfondir mes connaissances sur le sujet. Donc voilà mes recommandations pour la doc. Alors, question de François, quand on dit absence d'obligation pour les IA à risque mineur, il reste tout de même l'obligation d'information qu'on interagit avec une IA. Alors, moi, de ma compréhension, on n'est pas obligé, c'est fortement recommandé d'adopter ce qu'on va appeler un code de conduite. Et quand tu es sur un filtre anti-spam, tu vois, là, on utilise une IA. Il n'y a pas un enjeu forcément d'avoir quelque part, voilà, cet email a été filtré par une IA. Donc, c'est recommandé pour l'entreprise à un moment dans sa démarche d'adopter un code de conduite pour dire, voilà, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas et comment on le fait. Mais a priori, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de sanction prévue pour les IA à risque minime d'adopter ou non un code de conduite, puisque ça se fait sur la base du volontariat. Et surtout que lorsque le contexte est vraiment évident que vous interagissez avec une IA, il n'y a pas besoin de le préciser. Par exemple, si vous connectez sur le site de ChatGPT, ils vont pas vous dire en gros que vous interagissez avec une IA. C'est vraiment lorsque le contexte est un peu subtil et vous n'êtes pas sûr à 100%. Mais effectivement, comme disait Edouard, pour les risques minimes, c'est pas une obligation. Il y aura des codes de conduite qui devront être adoptés en interne au sein des entreprises. Et je crois qu'il y a déjà des modèles en ligne que vous pouvez trouver pour les codes de conduite. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonjour, mes infos. Alors, Carole, bonjour Carole. Avez-vous des infos concernant l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé ou de la remise en forme?
est-ce que la question ici, elle est sur comment est-ce qu'on utilise l'IA dans ce cadre dans ce secteur-là, j'imagine. Alors moi, j'ai pas de ressources là sous la main à vous partager, Carole, mais j'en parlerai parce qu'avec Carole, on se connaît indirectement. Je pourrais regarder de mon côté et je pourrais vous voir ce qu'on trouve, que je pourrais vous envoyer. J'en parlerai à Garance. Hop là. Hop. Et ensuite, il y a une autre question. Tom, dans le cadre d'un acteur qui fait de la localisation de contenu dans un contexte fortement international et donc soumis à plusieurs types de réglementations, l'US a des conseils sur l'approche à adopter pour simplifier la prise en compte des implications légales. On est sur du droit international. Ok, alors Edouard, je vois que tu saches, je vais tenter une réponse. Il y a des questions qui sont assez. Ouais. Effectivement, il y a. Ah ouais, c'est super pointu. Bon, mais c'est. Tout dépend. On va reprendre les cours de droit international comparé. Si vous déployez votre système d'IA sur le marché européen, ça va être l'IA qui va être applicable. Si vous êtes sur le marché américain et que en plus les États-Unis et la Chine sont en train de mettre en place également leur réglementation sur l'IA, donc vous devrez vous conformer également à ce type de réglementation. En fait, c'est toujours le côté de où est-ce que vous allez avoir un impact, de ce que vous allez interagir. Si vous déployez votre IA que vous développez en Europe, mais aux États-Unis, vous serez soumis, je pense, aux deux réglementations. Après, dans le détail, je ne me suis pas renseigné sur la réglementation américaine ni la réglementation la chinoise en place. Je crois qu'il y a aussi la Corée du Sud qui en fait une. Donc, c'est vraiment, il faut se former sur chacune de ces réglementations pour voir les obligations sur lesquelles vous allez tomber. Donc, à ce niveau-là, à mon sens, il y a du droit comparé qui est un peu plus complexe. Faites appel à un cabinet qui est spécialisé, mais en tout cas, moi, de mon expertise, je ne connais pas la réglementation américaine, donc je ne vais pas me prononcer dessus. Mais par contre, sur les principes de droit international, oui, si vous allez déployer votre IA sur le marché américain, je pense en effet que oui, la réglementation américaine va s'appliquer à votre IA, en effet. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, je pense que tu contrôles aussi, Quentin, mais on est quand même très en amont. Il est évident que dans les mois ou années à venir, des solutions logicielles, des cabinets effectivement vont se spécialiser sur ces sujets-là, puisque la réglementation IA est en train d'émerger dans plein de pays. Donc je ne pense pas qu'à date, là maintenant tout de suite, il y a quelque chose qui permette de faire ça de manière très simplifiée, mais c'est évident que c'est une problématique qui va émerger de plus en plus que de pouvoir gérer multi-règlements, exactement comme on l'a sur la partie protection des données personnelles en réalité. Aujourd'hui, il y a plein de règlements de protection des données personnelles partout dans le monde. Le RGPD est Cocorico vraisemblablement plus abouti, mais il faut gérer les Américains, il faut gérer les Chinois, il faut gérer plein de pays. Et donc, les solutions logicielles qui sont sur ce secteur-là sont en train, permettent de plus en plus de gérer plusieurs réglementations. Et donc, il est évident qu'avec la maturité de ces sujets-là, il va exister un jour ou l'autre des outils qui permettront de simplifier les implications légales et de mieux maîtriser une vision internationale des impacts de l'IA dans chaque entreprise, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, en tout cas à date. Alors, Wilfried, est-ce que des données qui permettraient d'identifier les troubles mentaux seront interdites à la collecte? Alors là, il y a un sujet un peu RGPD, non? Quand même, indépendamment de l'IA. Ouais. A priori, les troubles mentaux, c'est de la donnée sensible. Bon, je vais laisser parler le DPO. Je vais te laisser parler. Vas-y, Edouard. Voilà. Vas-y, Quentin, vas-y. Pour les données sensibles sur les troubles mentaux, alors déjà, je me demande comment est-ce qu'on les repère avec une IA, mais est-ce que les données qui montrent les troubles mentaux seront interdites à la collecte? Ça rentre dans le cadre du RGPD, de ce qui est données sensibles, donc il va y avoir un traitement qui va être plus particulier, des mises en garde qui vont être plus importantes. Il faut le consentement de la personne, surtout, c'est la principale des obligations. Donc, dès qu'il y a une donnée va être sensible, il faut que la personne puisse consentir. C'est le principal. Donc, Julien, pour être pote. Donc, j'ai envie de dire oui, si on prend le RGPD, c'est le principe du consentement.
Ouais. Mais il faut que la personne Mais soit voilà, c'est le très principe de claire consentement qui sur va. Ouais, c'est ça. C'est le principe de consentement qui va prendre le dessus là-dessus. Je regarde les autres. Tu sais qu'il y a des questions super techniques quand même, hein. Je suis impressionné. Comment on sait pas. Oui, Ok, si tu reprends une autre question, Edouard. comment va s'opérer la cotation du risque et le positionnement au niveau de la pyramide, guide et autocotation, via des organismes certifiés, autres? Excellente question. Excellente question. Alors, je n'ai pas une réponse sèche sur le sujet, très honnêtement. Vraisemblablement qu'à mon avis, il va y avoir à la fois des guides et de l'autocotation, surtout sur la partie risque mineur, etc. Et vraisemblablement, donc, comme je disais, des outils sont en train d'émerger qui vont permettre de se positionner. La jurisprudence aussi va aider à savoir à quel niveau on est, hein. C'est un peu comme le RGPD en vrai. Et je pense que les organismes vont possiblement pouvoir aider, des organismes externes, des tiers de confiance vont pouvoir aider aussi à se positionner. Est-ce qu'il y aurait des organismes certificateurs au sens propre du terme, avec des normes, etc.? Ça, j'en ai pas la connaissance. Peut-être que oui. Aujourd'hui, si je fais un parallèle, il n'y a pas encore de certification RGPD au sens propre. Donc, je ne sais pas au niveau de l'IA comment est-ce que ça va se passer. Mais Bah, en tout cas, oui, c'est le sens de l'histoire, à mon sens, ouais. ça y aille, quoi. Et bah, au niveau de la certification, justement, ce que je disais plus tôt dans le webinaire, c'est la norme qui est pressentie pour être la norme de référence, c'est la norme ISO 42001. Ok. C'est le management des risques des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, c'est-à-dire que demain, si vous voulez faire certifier, donc je le répète, c'est important, vous devrez passer par un organisme qui va vous préparer à l'audit pour la certification. Donc, comme dit, c'est soit des énormes groupes comme des Capgemini, soit des plus petits acteurs qui font de la mise en conformité de l'information. Donc, regardez des acteurs qui font déjà de la norme ISO 27001 ou 27701. Eux, censément, ils vont monter sur la 42001 qui va peut-être être même intégrée officiellement à l'IAAC comme la norme de référence. C'est pas sûr, mais déjà on en parle. Et donc, voilà, c'est être certifié ISO 42001. Et pour être certifié ISO 42001, vous devez passer par des organismes certificateurs. En France, bon, le plus connu, c'est l'AFNOR pour tout ce qui est, on va dire, marché global. Et si vous êtes dans la santé, si je dis pas de bêtises, c'est le LNE. Où il faudra vous rapprocher. Et c'est le LNE qui est un organisme certificateur des normes ISO dans le côté médical. Donc voilà pour la certification, ce que vous pourrez faire demain à ce niveau-là. Il y a des chances que d'autres organismes viennent postuler, je pense, pour être Oui, bien à sûr, la bien COPAS, hein. sûr. Je pense qu'il va y avoir tout un marché qui va émerger d'acteurs qui vont permettre de Ouais. se faire certifier, des spécialistes sur le sujet. Et vous avez plein d'outils qui vont vous aider à vous préparer à la certification. Aujourd'hui, pour ne pas les citer, vous avez déjà sur l'ISO 27001 des outils comme Vanta, Drata qui permettent de faire ça. Nous, Leto, peut-être qu'on vous permettra aussi de se préparer à ça. Et ensuite, vous avez la certification. Donc, OK, voilà. Est-ce que les sociétés voulant créer une IA devront faire une démarche changement de statut? Ben non, je pense pas. Il n'y a pas besoin de changer de statut de société pour développer une IA. Non, ça change rien. À partir du moment, enfin, par exemple, on prend le cas d'Edouard, t'as créé ta société pour créer une solution SaaS, tu intègres une IA aujourd'hui, tu n'as aucun besoin légal de changer de statut. On est bien d'accord, oui, donc Ouf. voilà, non, il y a absolument aucune obligation à ce niveau-là. Ouais, ouf, heureusement, ça aurait été encore plus Ouais, ça complexe. reviendrait quand même à Mais non, il y a, rien. Ah ouais, bah, déjà que c'est complexe, et en plus, il faut changer de statut de la société, là, on s'en sort pas. Donc non, la réponse est non, Alicia. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On a répondu à toutes les questions ou je te laisse regarder, toi. Peut-on s'attendre à ce que les entreprises et freelances utilisant des IA pour obtenir et trier des données ou pour obtenir leurs produits et services indiquent dans leur site web? Alors effectivement, sur le principe de transparence, ça pourrait être pas mal qu'ils l'indiquent. Après, est-ce qu'ils seront obligés de le faire? Non, tout dépend de l'utilisation, encore une fois. Exactement. Tout dépend. Ouais. Après, non, tout dépend de l'utilisation. Donc, est-ce qu'ils seront obligés? Ouais, ça dépend. Ben, si c'est une IA au risque, oui. Si c'est un risque minime, ils seront pas dans l'obligation. Donc là, j'ai l'impression que Sandra fait peut-être allusion à obtenir et trier des données, si c'est des données personnelles, les trier, etc. Donc c'est un sujet RGPD, mais le fait qu'il y ait une IA ou pas,
Ça va vraiment dépendre du risque derrière, quoi. Et ça, je suis également, d'accord, pour également avoir dans la cette production des transparence, produits si et quelqu'un services, vous... aujourd'hui, vous avez un outil C'est qui ça. s'appelle Copilot, par exemple, qui aide à développer beaucoup plus rapidement vos outils. Donc, nous, on s'en sert chez Leto. Vous commencez une ligne de code et hop, l'IA, en regardant l'ensemble de votre code, plus sa connaissance générale, peut finir la ligne de code. Donc là, on utilise de l'IA pour produire, construire un service. Bon, pour autant, c'est un outil de productivité. Je ne pense pas qu'on ait besoin de venir écrire quelque part. Cet outil a été construit où les lignes de code ont été en partie générées avec de l'IA. À mon avis, je ne pense pas qu'on arrive jusque-là. Mais je pense que la question de Cassandra, c'est aussi un peu le fait de savoir si le livrable qu'on va vous rendre a été produit exclusivement par ChatGPT, s'il y a une vraie valeur ajoutée de la personne. C'est peut-être un peu pour prévenir des personnes qui abuseraient de l'utilisation de l'IA pour leur travail. J'imagine, c'est d'un peu, d'anticiper, de mieux comprendre la réflexion derrière la question. Mais du coup, comme on l'a dit, a priori, non, ils ne seront pas dans l'obligation de dire si le produit ou le service a été généré uniquement par IA. Tout dépend du niveau de risque, encore une fois. Sinon, question pour toi un peu, Edouard, parce que là, je vois pas d'autres questions, mais du coup, aujourd'hui, est-ce que Leto, du coup, va intégrer davantage l'IA dans ses services? Est-ce que vous avez sensibilisé des personnes un peu à ce niveau-là sur l'IA, vu que, comme on disait, la CNIL va être ressentie pour devenir autorité de contrôle, le DPO va certainement devoir évoluer pour être également un individu de référence pour la conformité avec l'IA Act. Est-ce que c'est aussi dans la volonté de Leto d'évoluer à ce niveau-là, ou vous voulez rester davantage RGPD et vraiment faire votre fer de lance? Oui, rien n'est acté aujourd'hui, mais ce qu'on pressent, c'est effectivement si notre utilisateur, donc la personne en charge du RGPD dans l'entreprise, se retrouve aussi avec la casquette d'être en charge de la partie gestion des risques, conformité de la partie IA. Vraisemblablement, ça fera sens pour nous qu'on développe les bons outils qui lui permettent de gagner du temps et de réassurance et de communication et de tous les points qu'on a vus. Donc ça, c'est un sujet qu'on regarde de très très près. Je ne veux pas m'engager sur la feuille de route, mais c'est évidemment un sujet qu'on regarde de très près et je pense qu'il y aura des pure players qui vont émerger. Évidemment, d'autres acteurs de la partie compliance, protection de données personnelles vont aussi regarder ça sans aucun doute. Nous, ce qu'on fait déjà aujourd'hui à date, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a des grandes organisations notamment. Il y a beaucoup de collaborateurs qui s'interrogent vraiment sur... parce que le risque, il est souvent humain quand même dans ces histoires, qui s'interrogent donc sur la manière dont on peut utiliser l'IA au quotidien dans l'organisation et comment est-ce qu'on s'assure que les personnes s'en servent correctement et comprennent bien tous les enjeux qu'il y a derrière. Et donc aujourd'hui, on a plutôt cette brique-là qui existe, qu'on met à disposition à base de micro-learning pour justement aider les entreprises à gagner en maturité pour bien préparer l'arrivée de ce sujet et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette d'un point de vue humain dans l'usage de l'IA au quotidien, quel que soit le secteur et quelle que soit la taille de l'organisation. Et donc, on est plutôt positionné sur ce sujet-là actuellement. Voilà. Et clairement, ça contribuera à préparer les entreprises à l'arrivée d'IA Act de manière très opérationnelle dans quelques temps, quoi. Ok, c'est très clair. Je te remercie, Edouard. Là, je lis, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Donc, il y a Axel Bilan. Pouvez-vous rappeler vos différentes formations en la matière, donc en matière de l'IA Act? Moi, à titre personnel, donc, je suis freelance. Donc, ça fait maintenant 4 mois que je m'intéresse de manière profonde sur le sujet. J'ai lu intégralement l'IA Act, énormément de documentation dessus. J'ai demandé des témoignages de professionnels. Là, je suis encore aujourd'hui indépendant, mais justement parce que je veux monter en compétences dessus et que je me rends compte qu'à mon compte, c'est un peu compliqué d'avoir le côté pratique. Je vais bientôt intégrer un cabinet qui fait de la mise en conformité de l'information et justement qui monte sur la norme ISO 42001. Donc aujourd'hui, disons que mes connaissances en la matière sont de mon propre fait. Je me suis formé tout seul depuis 4-5 mois sur le sujet, avec des témoignages, des rendez-vous, en parlant des data scientists, avec des gens du milieu. Et ma volonté maintenant, c'est de devenir vraiment un consultant cyber, IA et RGPD aguerri. Et donc, je vais intégrer d'ici 1 mois et demi un cabinet qui est spécialisé là-dedans, qui fait l'ISO 42001, l'ISO 27001, du NAS2, enfin toutes les grandes réglementations à ce niveau-là. Voici pour mon expérience en tout cas en la matière.
Et je vois du coup une autre question, c'est j'ai lu mon livre. Alors, j'ai lu un livre du droit de l'intelligence artificielle. Je sais pas si c'est le vôtre, Axel, mais j'en ai lu un, oui. Mais je regarderai en tout cas, pas de souci. L'autopromo, pourquoi pas. Mais je regarderai avec grand plaisir. Euh, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le répertoire des questions? Elsa, toute sa réglementation va créer de nouveaux métiers pour la mise en conformité ou le contrôle. Comment et où pourrions-nous y former? Nous former, j'imagine. Comment vous formez? Déjà, pour l'instant, il me semble pas qu'il y ait des formations encore faites sur l'IA Act. Comme pour le RGPD, ça va être la mise en application et la pratique qui va nous permettre, du coup, de former des gens, je pense, de manière aguerrie. Après, il y a des formations à la norme 42001 qui existe déjà. Et étant donné que ça va être la norme de référence, vous pouvez déjà vous former sur cette norme. Donc, il faut vous renseigner dessus avec les organismes comme AFNOR, il y en a d'autres, mais c'est le premier que j'ai en tête. Mais si vous voulez vous former sur ces sujets, regardez déjà cette norme. Quel métier il va y avoir en place? Comme dit, je pense que le DPO, vu que la CNIL, encore une fois, est pressentie, le DPO va certainement devoir évoluer vers ce type de compétences. Donc déjà, si vous vous intéressez un peu au RGPD, à la data de manière générale, parce que les deux régulations, on va dire, se complètent plus ou moins l'une à l'autre, ou du moins interagissent l'une avec l'autre. Il y a beaucoup de références de RGPD dans l'IA Act. Mais du coup, vous pouvez déjà vous renseigner un peu sur la norme 42001 et la norme 27005 ou 27701. La 27005, c'est sur les analyses de risque. Donc, renseignez-vous déjà là-dessus pour vous former un peu sur le sujet. Voilà, ce sera déjà un très, très, très bon début. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Ah, il y a une bonne question de Laura. Comment l'IA va protéger les artistes, designers ou autres créateurs, produits qui créent par eux-mêmes sans faire intervenir l'IA à ce niveau? Alors, comment les protéger? Bon, ça, c'est de la propriété intellectuelle. Par contre, je sais qu'au niveau des IA génératives, justement, qui vont scraper sur Internet tout votre travail pour les intégrer dans leur base de données, justement, va y avoir des garde-fous. Enfin, il y a des garde-fous qui sont prévus au sein de l'IA Act. Et justement, c'est tout le côté du droit d'accès, à la donnée. Ce qui est prévu dans l'IA Act, c'est que si votre travail, votre data est utilisé pour alimenter une IA, vous avez un droit. Déjà, vous devez être informé que votre IA que votre travail a été utilisé. Si votre travail, bien sûr, est libre d'accès sur Internet. Et normalement, vous avez un droit, comme pour les données personnelles, un droit d'opposabilité et de refus. Vous pouvez demander normalement de pouvoir supprimer dans la base de données, le travail, vos œuvres. Après, comment ça va être mis en place? Ça paraît un peu complexe, étant donné que toute la documentation relative au développement de l'IA va rester soit en interne, soit va être envoyée à l'autorité compétente européenne ou nationale. Donc, au niveau de la transparence et de l'accès aux bases de données qui permettent justement d'alimenter l'IA et savoir si oui ou non vos œuvres ont été utilisées dedans. Je ne sais pas comment ça va être mis en pratique. Ça me paraît un peu complexe et je ne sais pas au niveau de la transparence à quel point les acteurs vont jouer le jeu, à quel point ce sera accessible pour les artistes de voir le pourquoi du comment, si leur œuvre a été utilisée, s'ils peuvent ou non s'opposer à cela. Moi, j'avais imagé des solutions qui permettaient de brouiller un petit peu le message auprès des IA, il me semble. Donc, je pense qu'il y a tout un marché de ce côté-là qui permettent d'anticiper et de protéger sa data et de sa production intellectuelle en amont pour que lorsque l'IA l'ingère, en fait, elle ne peut pas la réutiliser parce qu'il y a plein de messages cachés qui vont faire que ça devient inutilisable. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait tout un pan technologique de ce côté-là qui est en train d'émerger aussi pour se protéger finalement de ça. Edouard, je vois que tu avais d'autres slides pour se mettre en conformité. Est-ce que tu as envie de les aborder? Parce que et je sais qu'on avait prévu 1 heure et on peut rester plus longtemps si vous êtes disponible plus longtemps. Non, je pense qu'on a prévu 1 heure. Je pense qu'on a fait tout le tour. L'essentiel a été dit, à mon sens, sur le sujet. Donc, je vais pas rallonger encore l'exercice.
Je vois qu'il reste encore quelques questions, si vous voulez y répondre. Je regarde. Les droits d'auteur, on a répondu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, ça on a répondu. Ah oui, dans le chat, pardon. Dans le chat, qu'est-ce qu'il y a? Bah, sur les formations, on a répondu également. Peut-être que je ne les vois pas tout à l'heure, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est que, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi, l'important, c'est quand même, c'est que tout ça, on n'est jamais sûr à 100%, à mon sens, c'est un peu comme le RGPD, c'est une démarche avant tout. Et l'important, c'est de l'avoir l'entreprise dans la durée, de manière itérative, et que ça permette d'anticiper tout ça. Et qu'aujourd'hui, la principale chose à faire, à mon sens, en tant qu'acteur économique, c'est de faire beaucoup de veille pour s'assurer de bien comprendre, bien appréhender ce qui va arriver. Hein. Je pense qu'en tout cas, si on peut conclure sur quelque chose, ce serait à mon avis d'avoir cette démarche analytique, de bien comprendre tout ce qui va se passer, de faire de la veille et, comme je le disais, si vous pouvez, de commencer à sensibiliser vos équipes quand vous en avez sur le sujet. Non, c'est sûr. Et puis surtout la mise en conformité, même si pour beaucoup ça peut paraître être un frein, c'est quand même un levier d'action et de développement pour beaucoup. Le fait d'être conforme et d'être gage de confiance en fait de l'IA, on parle beaucoup d'IA de confiance actuellement. Donc le fait justement d'être en conformité avec sa documentation, ça peut justement vous permettre de développer mieux votre entreprise, d'avoir davantage de confiance des utilisateurs et de vous développer de manière beaucoup plus sereine. Donc il ne faut pas voir ça plus comme un frein, mais davantage comme un levier de croissance et de développement là-dessus. Il y a une toute dernière question à laquelle je répondrai parce que c'est quand même intéressant. Pensez-vous que le cumul des fonctions de DPO et d'IA Ethic Officer soit possible dans la pratique? Je pense que oui. Parce que justement, c'est super complémentaire. Le fait d'avoir d'un côté l'expertise données personnelles, vous allez comprendre la régulation sur la data concernant les individus. Parce que bien sûr, le RGPD ne s'applique pas aux IA qui ne traitent pas de données personnelles, c'est important. Je ne sais plus si on l'a dit, mais voilà, c'est important. Mais le cumul des deux, pour moi, est très complémentaire parce que vous allez avoir d'un côté le côté juridique, vraiment d'IPO réglementation, et avec l'IA Act, vous serez obligé de vous former un peu sur les côtés un peu techniques, sur le système d'IA en lui-même et sur des fonctionnalités. Donc, à mon sens, si vous êtes intéressé par ces sujets, vous montrez en compétences presque naturellement, j'ai envie de dire, là-dessus. Surtout que je pense que les demandes concernant l'IA Act, étant donné que les gens sont beaucoup plus sensibles à ce sujet, vont être bien plus importantes que celles du RGPD. Il y a eu des grosses demandes au début, ça s'est beaucoup descendu après, voilà. Mais je pense que concernant l'IA Act, tout le monde se sent touché vis-à-vis de ça, tout le monde l'utilise, donc c'est très intéressant et pertinent pour vous, si vous êtes DPO, de vous former là-dessus et de monter en compétences là-dessus. Je suis extrêmement aligné. Nous, on le constate. Je pense que le fait d'intégrer l'IA dans le scope du DPO va lui donner encore plus d'importance. Et parfois, le RGPD, c'est pas toujours vécu dans l'organisation comme un sujet prioritaire et on le ressent parfois au quotidien, parfois un peu de solitude de la part des DPO et c'est pas toujours simple. Et donc, le fait que l'IA soit maintenant intégrée, je pense, effectivement, c'est une charge de travail supplémentaire, mais c'est aussi un poids supplémentaire dans l'organisation que d'avoir ce rôle-là. Et donc, je suis très, très aligné avec ce que vient de dire Quentin. Okay. Eh ben, merci beaucoup pour votre participation à tous les deux. Merci aussi au chat. Vous avez été top, vous avez posé de super bonnes questions. J'imagine que si d'autres questions arrivent, on va finir le webinaire ici quand même. Ça va faire déjà 1 heure. Mais je pense que vous pouvez toujours contacter Leto, donc Edouard et Quentin si vous avez d'autres questions. Et si vous avez des questions concernant le wagon, n'hésitez pas à me contacter également par LinkedIn. Vous pourrez nous retrouver assez facilement. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand. Merci. Peut-être une bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.